Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur le plateau du journal de la télévision nationale du Burkina. À la une de cette édition des nouvelles du Conseil des ministres qui s'est tenu ce jour sous la présidence du chef de l'État. De nombreux dossiers ont été examinés, parmi lesquels la construction de l'autoroute Ouagadougou-Bobo-Dioulasso, le statut de l'artiste et les préparatifs du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. Dans cette édition, il sera aussi question de la visite de la première dame de Côte d'Ivoire dans notre pays, une visite qui a du reste permis de signer un accord de coopération en matière de lutte contre la traite transfrontalière des enfants. Samedi prochain s'ouvre la 13e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. Les préparatifs vont bon train et les commissions sont à pied d'œuvre pour réussir la manifestation. Et puis la 29e édition de la Coupe d'Afrique des Nations se déroulera en janvier 2013 en Afrique du Sud. Le tirage au sort a scellé le sort des équipes participantes. Et avec nous sur ce plateau pour en parler, Richard Yamiogo du service des sports. Vous venez donc de le vivre en direct sur la RTB. Le tirage au sort de la 29e édition de la Coupe d'Afrique des Nations vient de se dérouler en Afrique du Sud. Richard Yamiogo est avec nous sur ce plateau. Quel est le résumé que l'on peut faire à l'issue de cet exercice? Voilà, merci Alfred Nkema. Il faut tout simplement dire que le vin est tiré et maintenant il faut le boire. Et toutes les 16 équipes qualifiées le boiront en janvier prochain. Alors, pour ce qui est de la composition des différents groupes, il y en a 4. Le groupe A comprend l'Afrique du Sud, l'Angola, le Maroc et le Cap-Vert. Le groupe B se compose du Ghana, du Mali, du Niger et de la République démocratique du Congo. Le groupe C réunit la Zambie, le Nigeria, le Burkina Faso et l'Éthiopie. Enfin, le groupe D, celui de la Côte d'Ivoire, de la Tunisie, de l'Algérie et du Togo. Voici donc le groupe des 16 répartis en 4 groupes pour les phases finales prévues du 19 janvier au 10 février 2013 en Afrique du Sud. Alors Richard Yamiogo, quelles sont les chances du Burkina Faso dans cette compétition? On rencontre encore une fois de plus la Zambie. Par le passé, on avait rencontré cette équipe et ce n'était pas facile. Oui, c'est vrai que en 1996 en Afrique du Sud, lorsque le Burkina renouait avec les phases finales de la CAN, nous avons rencontré la Zambie dans notre groupe et comme vous le dites, ça n'a pas été facile. Les Zambiens nous ont facilement passé 5 buts et on a perdu ainsi ce match. On se retrouve et en Afrique du Sud et dans le même groupe et ça va être encore une autre explication à venir. Il y a d'autres équipes, le Nigeria et puis l'Éthiopie. Nos chances, elles sont comme celles des autres équipes. On va aller avec nos moyens, avec nos forces, avec nos faiblesses. On va se battre pour essayer de passer cette fois le premier tour. Est-ce qu'on peut? Tout dépend de nous. Il faut qu'on se prépare. Il faut qu'on mette toutes les conditions et puis réunir tout un ensemble qui feront que cette équipe nationale pourra aller de l'avant. Sinon, ça sera forcément l'échec. Mais on croise les doigts. On pense qu'on pourra aller, même si le groupe est difficile. Il faudra aller se battre avec ses armes et puis tout ce que cela comporte comme capacité pour le Burkina à s'exprimer dans cette Coupe d'Afrique. Parce que depuis que on est là, à part la CAN 98, on va chaque fois faire un petit tour et puis on revient à la maison. Il faudra peut-être changer le fusil d'épaule. Espérons qu'on va rester plus longtemps et sinon, pourquoi pas remporter cette coupe. Tout est permis. Oui, tout est permis. La Zambie qui a joué cette année en Guinée équatoriale et au Gabon, la Zambie, c'est vrai, faisait partie des favoris, mais on ne l'attendait pas forcément sur le podium. Il y avait des gros bras comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Mais voilà, c'est pour dire que si notre étoile brille en 2013 et si nous faisons vraiment briller notre étoile, et pourquoi pas. Alors, la République centrafricaine avait émis justement des réserves par rapport au dernier match joué contre les étalons. Quelle est la suite réservée à cette réserve par les instances sportives africaines? Oui, le verdict, c'est ce qu'on a vu ce soir. Nous avons tout simplement été
pris parmi les 16 qualifiés. Ça veut dire que la requête de la Centrafrique, c'est une requête peut-être qui n'ira pas loin. C'est vrai qu'on comprend la frustration des Centrafricains. Ils ont parlé de temps additionnel qui était assez long, mais ils oublient de dire qu'eux-mêmes, leurs joueurs, ont contribué à rallonger ce temps additionnel. Dans des comportements sur le terrain qui étaient de faire en sorte que... Voilà. On chutait, on ne voulait pas se lever, et puis on paye aussi ça. Donc je pense que c'était un feu de paille. Le Burkina est bien qualifié pour la 29e Coupe d'Afrique des Nations, et nous y serons comme tous les qualifiés pour nous battre pour la conquête du trophée. Et comme vous l'avez dit, nous espérons que notre étoile brillera. Cela dit, le Conseil des ministres s'est tenu ce jour sous la présidence du président du FASO, président du Conseil des ministres. Au titre du ministère de l'Économie et des Finances, le Conseil a entendu un rapport relatif au système bancaire et à la politique de microfinance du Burkina. Des précisions avec le ministre en charge de l'Économie et des Finances au micro de Tanga Kafando. Chaque fois qu'on rencontre les différentes catégories professionnelles, le problème revient sur la table. C'est dans ce cadre que nous avons eu à soumettre donc, au Conseil un rapport, d'abord sur le système bancaire classique, composé des banques financiers, mais aussi sur le secteur de la microfinance, qui, elle, en fait, est un secteur qui offre des services financiers pour ceux qui n'ont pas accès au système bancaire classique. Alors, sur le système bancaire classique, ce qu'on peut noter, c'est qu'au cours des 5 dernières années, il y a eu de grandes mutations. On a eu des opérations de fusion, absorption, des nouvelles créations de banques, etc. Et au 31 décembre 2011, on avait au total 12 banques et 5 établissements financiers. Et quand on évalue, on peut noter que, du point de vue de la viabilité financière, la situation est vraiment satisfaisante. Mais le Conseil a beaucoup échangé sur un de points de préoccupation. D'abord, la contribution au secteur bancaire financier de l'économie, la question des taux d'intérêt, la question du taux de bancarisation, c'est-à-dire le rapport entre l'homme de guichet et la population, mais aussi voilà, les conflits qu'on a au niveau de certaines banques plus sociaux, mais aussi les problèmes de la clientèle. Sur les 3 premiers points, nous avons été instruits de vraiment pousser avec les systèmes bancaires des échanges pour qu'on arrive vraiment à des solutions opérationnelles pour les traiter. Maintenant, sur la question des conflits, des climats sociaux, le gouvernement encourage les établissements concernés à privilégier le dialogue social pour prévenir les conflits sociaux. Enfin, concernant les relations avec la clientèle, c'est vraiment de travailler à mieux communiquer avec leurs clients. Maintenant, concernant le secteur de microfinance, on a noté que c'est un secteur qui est très dynamique, il y a un engouement des populations par rapport à ce secteur. Mais là aussi, le Conseil échange un certain nombre de préoccupations qu'on rencontre. D'abord, le fait que nous avons aujourd'hui des personnes qui s'adonnent à ces opérations sans agrément. Et ça ne serait pas de l'escroquerie des populations. Donc, on nous a instruit de continuer à sensibiliser les populations. Vous avez noté qu'on va publier régulièrement la liste de tout ce qu'il y a comme institutions qui sont agréées officiellement. Et on recommande aux populations de ne plus vraiment traiter avec les gens qui ne sont pas services. Le ministre des Infrastructures et du Désenclavement a présenté au Conseil un rapport relatif aux études réalisées dans le cadre de la construction et du bitumage de l'autoroute Ouagadougou-Bobo-Dioulasso. Ces propos sont recueillis pour vous par Tanga Kafando. C'est un projet qui va assurer une meilleure fluidité du trafic et une facilité de liaison entre Ouagadougou et Bobo-Dioulasso dans un premier temps et entre Ouagadougou et Yamoussoukro dans le sens justement des échanges commerciaux et la mobilité des populations entre nos deux pays. C'est vraiment un projet d'importance et nous démarrons donc la première phase qui concerne donc les études de faisabilité. Ces études de faisabilité vont permettre donc de faire une recherche donc du tracé, d'identifier le meilleur tracé donc pour cette liaison autoroutière et de réaliser donc ce qu'on appelle les études techniques, ce sont les études d'APS, mais également les études d'impact environnemental et social et enfin de réaliser des études juridiques et des études économiques.
Le ministre de l'Agriculture et de l'Hydraulique a présenté un rapport relatif à la politique nationale de sécurisation foncière et à la loi portant un régime foncier rural. Laurent Sergo a du même coup fait le bilan de la campagne agricole. Il s'exprime au micro de Tanga Kafando. Nous avons adopté d'abord une politique de sécurisation foncière. Ensuite, en 2009, nous avons fait passer une loi portant donc régime foncier, laquelle loi maintenant va nous permettre de bien gérer la question du foncier et surtout sous toutes ses formes, sur tous les rapports. Alors, il y a beaucoup de changements là-dedans. Comme vous le savez, désormais, la loi consacre la propriété privée de la terre, aux côtés donc de la propriété de l'État et la propriété donc de collectivités. La loi consacre la reconnaissance de ce qu'on appelle les possessions foncières, c'est-à-dire les limites de nos possessions ancestrales. Mais tout ça, ça doit faire l'objet d'une connaissance des textes par les populations. Et il faut mettre alors en œuvre tout un processus pour permettre aux gens véritablement de comprendre c'est quoi. Qu'est-ce qu'on veut dire par sécurisation foncière, quels sont les mécanismes, quels sont les instruments par lesquels on peut arriver justement à avoir la sécurisation foncière et quelles sont les institutions qu'il faut créer. Et en cas de conflit, comment est-ce que l'on les gère, etc., etc. Donc c'est pourquoi nous avons élaboré ce plan d'action qui va nous permettre d'expliquer afin que chaque citoyen comprenne véritablement quand il a un problème, un rapport avec la terre, comment il doit faire. D'une manière générale, je dois dire que la campagne se présente très bien. D'abord sur le plan pluviométrique, nous avons fait les relevés au niveau des différents postes. Et on se rend compte qu'elles sont toutes excédentaires. Tous ces postes sont excédentaires. Et quand on compare avec la moyenne des 30 dernières années, on se rend compte que véritablement c'est une année exceptionnelle. Parce que vous voyez par exemple, dans une zone comme Wayouia, ils ont pratiquement doublé la quantité d'eau qu'ils reçoivent chaque année. Donc c'est vraiment sur le plan de la pluviométrie qu'on est très satisfait. En quantité, la répartition également dans le temps, je pense que véritablement ça a été très bien. Et en conséquence, je pense que nous avons dans toutes les régions, dans toutes les provinces, selon nos observations, pour l'instant c'est vraiment sur la base des observations, nous pensons que on peut se dire qu'on a eu une bonne campagne. Il y a des endroits où on peut dire qu'ils ont eu une très bonne campagne. Le ministre de la Fonction publique du Travail et de la Sécurité sociale a présenté au Conseil un rapport relatif aux résultats provisoires du recensement biométrique des agents de la fonction publique. Un recensement fort utile pour avoir permis de mieux cerner les données relatives à la situation des fonctionnaires burkinabés. Apollinaire Sungalo Ouattara s'exprime au micro de Tanga Kafando. Les résultats laissent apparaître plus de 4900 agents fictifs. Donc, ces agents fictifs continuent à toucher leur salaire, ce qui constitue une incidence considérable sur la masse salariale. Bon, vous savez que ce recensement a tenu compte des agents qui se trouvent dans des situations justifiées, par exemple des agents malades, des agents en mission, des agents qui sont en formation à l'extérieur du pays, en service dans les ambassades, en tout cas toutes les situations justifiées et qui n'ont pas pu se faire enrôler vont être prises en compte. Il sera mis en place une commission de vérification de ces situations-là pour permettre aux agents qui sont vraiment en situation régulière et qui n'ont pas pu se faire recenser, de se faire recenser. Donc, il faut dire aussi que ce recensement biométrique a permis de voir un peu le profil des agents de la fonction publique, une fonction publique jeune, une fonction publique dont les effectifs sont plus élevés dans les secteurs sociaux comme l'éducation nationale, les enseignements secondaires et supérieurs et le domaine de la santé. Une fonction publique, contrairement à ce qu'on croit, dont la répartition est assez équilibrée sur le territoire national. Le ministre de la Culture et du Tourisme a quant à lui fait état de décret portant statut de l'artiste au Burkina Faso. Des précisions au micro de Tanga Kafando. C'est là une manifestation de la volonté politique du gouvernement de soutenir ces hommes et ces femmes qui sont les porte-flambeaux de notre culture. Ce texte
en réalité, fixe un certain nombre de choses. La première, c'est le statut social de l'artiste. La deuxième chose, c'est les conditions d'existence, les conditions d'exercice donc des différents métiers donc des artistes. C'est aussi un texte qui porte sur la qualité de l'artiste professionnel. Et enfin, c'est un texte qui se penche sur le régime social et fiscal donc applicable donc aux artistes. Le ministre de la Santé a quant à lui informé le Conseil de la préparation d'un plan de riposte à une éventuelle pandémie de grippe. Adama Traoré s'exprime au micro de Tanga Kafando. La grippe, c'est une maladie virale qui est assez grave et c'est une maladie qui évolue sous forme d'épidémie ou sous forme de pandémie. Je voudrais rappeler également qu'en 2009, c'est la dernière pandémie que nous avons eue. Et l'analyse de la situation dans les différents pays du monde, et notamment dans notre pays, montre que nous sommes dans un contexte où à tout moment, on peut avoir donc une épidémie qui peut, si on n'est pas contrôlé, donc se généraliser et donner une pandémie dans le monde. Et c'est ce contexte-là qui a justifié que le ministère de la Santé mène la réflexion pour élaborer un document qui va s'articuler sur un certain nombre de stratégies. Je voudrais simplement rappeler la question de la surveillance, c'est-à-dire que l'on puisse avoir tous les moyens pour détecter rapidement les cas. L'autre stratégie, c'est également que les laboratoires puissent être le plus efficaces possible. On peut également noter la formation des ressources humaines pour la prise en charge des cas. On peut noter la question de la vaccination. Donc autant de stratégies qui ont été élaborées pour nous permettre de décliner des activités, pour d'abord en période de non-épidémie ou de post-épidémie, qu'est-ce qu'il faut faire, et nous sommes dans cette situation-là. Et si jamais il y avait quelques cas qui étaient déclarés dans notre pays ou dans un pays voisin, quelles sont les activités qu'il faut mener pour minimiser donc une éventuelle épidémie de grippe. Le ministre des Ressources animales a fait au Conseil un compte-rendu des discussions relatives à l'accord de financement conclu entre notre pays et la Banque islamique de développement. Un accord qui concerne le financement du projet d'élevage dans les zones périurbaines de Ouagadougou. Jérémy Ouedraogo s'exprime au micro de Tanga Kafando. C'est un projet d'envergure surtout pour booster la production laitière dans notre pays. En quoi ça consiste? C'est très simple. Vous prenez un rayon de 100 km autour, donc, si vous voulez, de la zone périurbaine de Ouagadougou. Il s'agit donc dans ce projet-là de pouvoir doter près de 400 élevages de vaches gestantes laitières. Donc booster la production laitière, de mettre en place des coopératives laitières et de mettre en place des centres de collecte de ce lait-là. Puis d'acheminer ce lait vers une usine de grande capacité qui serait réalisée dans la zone de Koubri. Une capacité de 30 000 litres de lait par jour. Et ainsi de pouvoir également mettre en place un volet commercialisation, de telle sorte que celui qui produit ne s'occupe pas de la commercialisation, de celui qui collecte ne s'occupe pas de la transformation, mais l'essentiel c'est d'avoir donc une chaîne de valeur avec des maillons indépendants et efficaces. Et de son côté, le ministre du Commerce a rendu compte des préparatifs du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou qui s'ouvre samedi prochain dans notre capitale. Arthur Kafando rassure au micro de Tanga Kafando. À 2 jours du CAO, disons que nous sommes fin prêts. Ce matin, nous avons faire au président du FASO, à son installation, M. le président du FASO et au Premier ministre, l'état d'avancement de l'organisation, notamment toutes les commissions ont pu véritablement avancer dans leurs préparatifs. Le salon, notamment le pavillon qui devait être réalisé, est fin prêt. Donc nous avons pu, pour ce qui concerne les inscriptions, nous avons un taux d'inscription de 98% au niveau de tous les stands. Ça veut dire que nous avons une bonne participation à ce niveau, au niveau des artisans. Au niveau africain, tous les pays seront représentés. Nous avons aussi des pays étrangers qui nous vont nous visiter. Ce
ce que nous voulons souhaiter, c'est que véritablement ce soit, comme nous avons dit, un salon particulier par rapport au B2B professionnel, où les artisans pourront avoir des acheteurs professionnels et réaliser de bonnes affaires. Mais aussi que ce soit une fête populaire à côté, qui permettre en tout cas aux Burkinabés qui ont toujours connu dans le CIAO des moments de partage, des moments en tout cas de réjouissance, que véritablement les populations puissent venir nombreuses et véritablement découvrir ce que nous leur réservons pour la 13e édition. Et la 13e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, c'est donc à partir de samedi prochain. Sur le terrain, le comité d'organisation fait des pieds et des mains pour réussir la manifestation et c'est un constat fait par Ernest Kambiri. Travaux de nettoyage, confection, installation de stands et de tribunes, aménagement d'espace. Le site du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou fait peau neuve pour accueillir les artisans, exposants et visiteurs attendus à cette 13e édition du Salon. À 48 heures de l'ouverture des portes, le commissariat général du CIAO et les différentes commissions sont à pied d'œuvre pour offrir un cadre idéal de promotion et d'échange des produits artisanaux. Nous sommes prêts, nous sommes à 95% prêts au niveau de la commission aménagement pour ce qui concerne les stands. Beaucoup sont déjà là en tout cas. Au stade actuel, comme vous le constatez, c'est les petits aménagements pour recevoir les autorités pour l'ouverture de la cérémonie. Sur l'aire du CIAO, les artisans et les exposants rencontrés se disent fin prêts et n'attendent plus que le jour J pour donner à voir aux artisans d'ici et d'ailleurs leur savoir-faire en la matière. On remarque que tout est véritablement fin prêt, les stands sont sur place. On attend juste que les bagages nous soient remis pour qu'on puisse les placer. Au pavillon du Soleil Levant, pays invité d'honneur de cette 13e édition, l'on s'active également pour répondre présent et de fort belle manière à ce rendez-vous international de l'artisanat de Ouagadougou. Actuellement, on est en train de nettoyer, de confectionner, fabriquer l'essentiel. Et dès cet après-midi, on va commencer à exposer. Être fin prêt pour l'ouverture officielle du CIAO prévue pour ce samedi 27 octobre, la machine de l'organisation amorce ainsi sa dernière ligne droite. Et ce matin, sur le site, les différentes commissions se sont retrouvées autour du commissariat général pour faire, avec les journalistes, le point des préparatifs. La 13e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou en chiffres, c'est une trentaine de pays attendus, une cinquantaine d'acheteurs professionnels inscrits et 559 stands installés sur 560 possibles. Et à 2 jours de l'ouverture des portes, le commissariat général, le comité national d'organisation, les exposants et les artisans sont en ordre de bataille pour offrir une belle fête de l'artisanat aux milliers de visiteurs attendus du 26 au 4 novembre prochain. Et justement, à propos du Salon international de l'artisanat, à l'occasion de la tenue de la 13e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, CIAO, le ministre de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale a l'honneur de porter à la connaissance des travailleurs et des employeurs des secteurs publics et privés que les journées de travail sont déclarées continues de 7h à 14h dans la commune de Ouagadougou, je dis bien dans la commune de Ouagadougou, pour la période allant du samedi 27 octobre au samedi 3 novembre 2012, conformément à l'article 8 du décret du 20 mai 2003 portant horaire de travail dans les administrations du secteur public. Il rappelle aux employeurs et aux travailleurs qu'ils devront s'organiser pour assurer le travail dans les services à activité continue. Pour le ministre et par délégation, le secrétaire général Koudoubi Sinaré, chevalier de l'ordre du mérite. Et puis cet autre communiqué, à l'occasion de la célébration de la fête de l'Aïd El-Kébir Tabaski, le vendredi 26 octobre 2012, le ministre de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale a l'honneur de porter à la connaissance des travailleurs et des employeurs des secteurs publics et privés que la journée du jeudi 25 octobre 2012 est déclarée continue de 7h à 14h sur toute l'étendue du territoire national conformément à l'article 6 du décret 2003 du 20 mai 2003 portant horaire de travail dans les administrations du secteur public. En rappel, la journée du vendredi 26 octobre est déclarée chômée et payée. Le ministre souhaite à tous les musulmans du Burkina Faso une bonne et heureuse fête de l'Aïd El-Kébir. Pour le ministre et par délégation, le secrétaire général Koudoubi Sinaré, chevalier de l'ordre du mérite. Suite donc de cette édition à l'Assemblée nationale, du moins les députés ont adopté hier le projet de loi rectificatif de la loi de finances pour l'exécution du budget de l'État gestion 2012, un ajustement dû à la crise économique et à la conjoncture sous-régionale. Les explications sont de Sougrinoma Ibrahim Guigma. Au dire du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances chargé du budget,
L'élaboration du budget de l'État gestion 2012 s'est faite dans un contexte économique et financier mondial favorable à la mise en œuvre des grands chantiers nationaux du programme présidentiel et de la stratégie de croissance accélérée et de développement durable SCAD. Seulement, voilà, dans son exécution, la persistance de la crise de l'endettement dans les pays développés, la flambée des cours mondiaux du pétrole, la crise alimentaire et les crises politiques en Guinée-Bissau et au Mali ont entraîné des dommages collatéraux au Burkina Faso. L'ardoise est salée, il faut un supplément de 200 milliards de francs CFA au budget national pour joindre les deux bouts de l'année 2012. Et visiblement, comme veut le ministre délégué, l'État sait où trouver cette manne. Le gouvernement, pour faire cela, a demandé un effort supplémentaire au régime de recettes qui vont apporter à peu près un peu moins de 90 milliards de francs CFA supplémentaires. Nous avons aussi nos partenaires qui, du fait de la situation de crise alimentaire que nous vivons, ont décidé de relever le niveau de leur contribution pour nous permettre de faire face à la situation. Avec 74 voix pour et 6 abstentions, l'Assemblée nationale adopte le projet de loi portant loi de finances rectificative de la loi de finances pour l'exécution du budget de l'État gestion 2012. Mais avant, les députés ont pris connaissance des conclusions de la revue à mi-parcours de l'exécution du dit budget et les propositions d'ajustement budgétaire nécessaires. Comment minimiser les risques liés au crédit bancaire sur le continent? La réflexion se mène depuis hier à Ouagadougou et regroupe des spécialistes venus d'Afrique centrale, de l'Est et de l'Ouest. Il est question d'harmoniser les points de vue sur le sujet afin de relever les défis du développement économique. Nyarkiteda. La crise financière qui a secoué le secteur bancaire remet sur la table la nécessité de renforcer la surveillance bancaire. Les déposants doivent être protégés à travers des règles prudentielles et imposables aux banques dans l'exercice de leurs activités. L'enjeu ici, c'est de les dissuader de prendre des risques inconsidérés afin d'éviter les créances douteuses qui s'augmentent au fil des ans. Pour trouver les mécanismes appropriés, Atia Consulting du Burkina Faso et Agence internationale ressources et énergie, Air de Côte d'Ivoire, dans un partenariat sud-sud, ont initié la présente rencontre de haut niveau dans la capitale burkinabé. L'ensemble de nos PME-PMI, de nos pays en développement, mais également les populations laborieuses qui veulent avoir accès au crédit ont des handicaps. Handicap parce que les banques qui vont prêter de l'argent ont peur des risques qu'il faut prendre. Mais en même temps, les populations et les PME ont envie d'avoir des prêts bancaires pour pouvoir réaliser leurs objectifs de business. Lever les obstacles au financement des entreprises, c'est l'objectif de la présente rencontre qui focalise les débats sur les risques de crédit bancaire en Afrique. De ce séminaire, nous attendons justement qu'on donne aux cadres de banque les outils qui leur permettront de mieux apprécier ces risques, d'avoir une meilleure connaissance de l'environnement de façon à atténuer les risques et de façon à pouvoir prendre davantage de décisions de financement en faveur des entreprises. Pour y arriver, les experts, les cadres et les directeurs généraux du secteur bancaire venus d'Afrique centrale, de l'Est et de l'Ouest vont échanger sur les risques de crédit, de marché, les risques opérationnels et les risques pays. Ils vont également parler des risques de liquidité, de transformation, du risque global des taux d'intérêt et des risques stratégiques et systématiques. Le Burkina Faso a commémoré hier à Koudougou la journée africaine des droits de l'homme et des peuples. C'est une conférence qui a marqué cette journée et qui a permis de diffuser les instruments juridiques relatifs aux droits humains. Maïmouna Traoré. Depuis Koudougou, la capitale de la région du centre-ouest, le ministre des Droits humains et de la promotion civique appelle toutes les consciences à plus d'engagement pour l'intégration des droits humains et du civisme dans les pratiques quotidiennes. Avec lui, tous les acteurs de la région œuvrant en faveur des droits humains. Il s'agit pour nous de montrer que la question des droits humains est une préoccupation nationale, aussi bien de la part des politiques que de la part des citoyens. L'État est le premier garant des droits humains. Cela fait partie de ses pouvoirs régaliens. Si l'État n'assure pas la défense et la protection des droits humains, toute autre opération est vaine.
La célébration de la Journée africaine des droits de l'homme et des peuples a été initiée par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples pour promouvoir une réalisation et une jouissance effective des libertés fondamentales. Je participe à cette journée dans le souci d'apporter ma contribution et aussi faire une invite à toute la nation burkinabé que nous sommes dans une phase de démocratisation. Et il y a une nécessité que nous participons d'une manière ou d'une autre au respect, à la promotion et au respect des droits humains au Burkina Faso. Pour une large diffusion des instruments internationaux ou régionaux relatifs aux droits de l'homme, cette journée africaine des droits de l'homme et des peuples a été marquée par une exposition de documents. Ses participants ont eu droit à un panel sur les attributions de la Commission et le système de protection des droits de l'homme. Un accord de coopération en matière de lutte contre la traite des enfants a été signé ce matin entre notre pays et la République de Côte d'Ivoire. Il s'agit d'unir les efforts pour mieux lutter contre ce fléau qui prend hélas de l'ampleur dans la région. Les premières dames du Burkina et de la Côte d'Ivoire ont procédé à la signature de cet accord. Les précisions avec Marguerite Doanio. Les premières dames du Faso et de Côte d'Ivoire mettent dans la main pour mieux lutter contre le trafic et les pires formes de travail des enfants. La volonté est désormais affichée et les engagements des deux parties consignés dans un accord de coopération. Et ce matin, à Ouagadougou, en signant cet accord, c'est un pas important qui a été franchi selon la première dame ivoirienne, car le phénomène de la traite des enfants inquiète en Côte d'Ivoire et l'expérience du Burkina Faso en matière de protection et de prise en charge des enfants en difficulté peut servir de guide. Je voudrais vous remercier, chères sœurs, d'avoir accepté de joindre vos efforts aux nôtres dans la lutte contre la traite des enfants. Je n'avais aucun doute quant à votre adhésion à ce projet, eu égard à la grandeur d'âme que vous avez toujours manifestée à l'endroit de votre prochain. En effet, avec votre fondation, la fondation Souka, que vous avez créée en 1999, vous aidez les couches sociales défavorisées, en particulier la mère et l'enfant en difficulté, à travers de nombreuses actions sociales et sanitaires. Vous avez une attention toute particulière pour la protection des enfants en détresse, démunis, orphelins et vulnérables, pour lesquels vous encouragez la construction de villages SOS et autres. En Côte d'Ivoire, les rapports de l'UNICEF révèlent qu'en 2005, 1 200 000 enfants étaient victimes de traite. Leur vie, ainsi brisée, leur avenir hypothéqué, ne leur laisse aucune autre alternative que de devenir des enfants exploités à des fins mercantiles. Face à cette situation, j'ai décidé de lutter de toutes mes forces contre ce fléau. Il est plus que jamais temps d'unir les efforts dans la sous-région pour venir à bout des trafiquants et l'appel de la première dame du Faso ce matin sonne comme un cri de cœur. Notre région doit relever les nombreux défis posés par ce phénomène afin de préserver l'avenir de nos enfants. Il est impératif de contribuer à la définition des instruments de prévention, de mener une lutte farouche contre les réseaux criminels organisés, analyser la situation relativement à chacun des pays impliqués, encourager l'engagement des États ainsi que la coordination entre tous les acteurs présents sur le terrain. Cet accord de Ouagadougou, selon les spécialistes, devrait faciliter davantage la lutte contre la traite des enfants. Parce que nous nous rendons compte que autant la Côte d'Ivoire que le Burkina Faso sont des pays de départ, mais également des pays d'accueil des enfants. Et quelquefois, les trafiquants se réfugient dans l'un des deux pays pour échapper aux sanctions dans l'autre. Et donc cet accord devrait nous permettre de mieux collaborer pour traquer ces trafiquants-là. C'est la première visite officielle de Dominique Ouattara au Burkina Faso et au palais de Kossiam. L'on a mis les petits plats dans les grands pour marquer ce premier passage d'une pierre blanche. Et la confirmation a été donnée. C'est parti pour une longue et fructueuse coopération entre les deux premières dames pour le bien-être des plus vulnérables. Les premières dames de Côte d'Ivoire et du Burkina qui se sont donc engagées à jouer un grand rôle dans la lutte contre le fléau. À l'issue de la signature du document, elles se sont exprimées sur la suite à donner. Des propos recueillis pour vous par Marguerite Doanio. Nous avons élaboré un plan national et nous avons déjà commencé la mise en application
Par exemple, nous avons fait un séminaire avec le corps préfectoral. Nous avons lancé une vaste campagne de médiatisation. Je viens voir mes sœurs, donc, les premières dames, pour discuter avec elles de ce problème, qui les touche énormément beaucoup, puisqu'elles s'occupent également bien sûr de ce problème-là. Donc il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Il y aura également des constructions d'écoles dans les régions concernées, parce que on se rend compte par exemple qu'en Côte d'Ivoire, les régions où il y a le plus de trafic d'enfants, notamment dans les exploitations de cacao ou de café, c'est dans les villages où il n'y a pas d'école. Donc c'est plus facile d'envoyer les enfants dans les plantations que de les envoyer à l'école. Donc on essaye d'y remédier. Avec Madame le ministre de l'Action sociale et de la solidarité, je pense que nous sommes arrivés quand même à un stade où nous connaissons les filières et nous essayons de nous attaquer à ces filières-là. Et ces filières-là, comme vous le savez, c'est des grands réseaux bien organisés, et pour nous, c'est un engagement que nous devons prendre à soutenir l'action sociale pour que ces réseaux-là puissent ne plus exister. Et puis envoyer aussi, bien comme a dit Madame Ouattara, envoyer ces enfants-là dans leur famille, les récupérer. Ici, il y a des transits. Il y a des zones de transit où les enfants, quand on les récupère, ils transitent par ces zones avant de les affecter, disons, les redonner dans leur village. Et je crois que si nous arrivons, comme a dit Madame Ouattara, à mettre des structures pour les maintenir dans les villages, nous aurons gagné le combat. Et je crois qu'on est sur la bonne voie. Le comité de coordination de l'école et langue nationale en Afrique s'est réuni hier dans notre capitale. La rencontre visait à faire le point des activités réalisées en vue de mieux orienter celles à venir. Évariste Kombari. Lancé officiellement le 24 janvier 2012 au Mali, le projet École et langue nationale en Afrique, Élan Afrique, est une initiative de 8 pays, dont le Burkina Faso, le Mali, le Bénin, le Burundi, le Cameroun, la République démocratique du Congo, le Niger et le Sénégal. Ce projet vise à démontrer la pertinence de l'utilisation de la langue maternelle à l'école pour l'acquisition des concepts de base et d'un développement psycholinguistique harmonieux chez l'enfant. On se propose donc d'accompagner les États dans la mise en œuvre, n'est-ce pas, de leur politique en faveur d'un enseignement qui tienne en compte, qui prend en compte les acquis cognitifs, n'est-ce pas, de l'enfant. Prendre en compte la langue maternelle de l'enfant pour lui permettre, n'est-ce pas, de rentrer progressivement, n'est-ce pas, dans l'apprentissage du français. 75 millions d'enfants dans le monde, dont 75% de filles, ne sont pas scolarisés. Et pour le Burkina Faso, le programme Élan Afrique vient apporter la qualité dans le système éducatif de base national. C'est une initiative effectivement qui vient pour apporter de la qualité dans notre système éducatif. Et ces 8 pays qui se sont réunis et qui ont vraiment choisi cette alternative-là. Parce que comme les recherches l'ont prouvé, les langues nationales sont des moyens efficaces pour un apprentissage aussi efficace. Le multilinguisme a été longtemps présenté comme un obstacle majeur à l'utilisation des langues nationales en Afrique. Aujourd'hui, les acteurs ont surtout compris que l'éducation fondamentale, pour être efficace, devrait s'enraciner dans son milieu. La 32e journée mondiale de l'alimentation a été célébrée hier au Burkina, une manifestation qui coïncide avec la journée du SILS et qui permet de faire chaque fois le point des acquis et d'entrevoir les perspectives heureuses. Proclamée année internationale des coopératives par l'Organisation des Nations Unies, l'an 2012 voit la commémoration de la 32e journée mondiale de l'alimentation. Avec pour thème les coopératives agricoles nourrissent le monde, cette célébration montre la place des coopératives agricoles et des organisations de producteurs à assurer la sécurité alimentaire. Cette année, dans le cadre de cette célébration de l'année internationale des coopératives, au niveau agriculture et alimentation, on voulait stigmatiser la contribution de ces formes d'organisation, dont certains sont déjà là depuis des années, mais qu'on ne connaissait pas. Et là, je crois qu'on a mis spécialement l'accent sur leur rôle
pour lutter contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire. Cette journée est célébrée conjointement avec la 27e journée du SEALS qui, elle, a pour thème le stockage de proximité, un instrument approprié pour une assurance au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Confrontés régulièrement à l'insécurité alimentaire, les pays sahéliens et les 4 nouveaux adhérents à l'institution, le Bénin, la Côte d'Ivoire, la Guinée et le Togo, doivent mettre en place une politique de stockage des céréales. De plus en plus, il faut aller vers le stock de proximité qui est la première ligne de défense au niveau paysan et progressivement, avant de monter, il faut que le paysan déjà soit épargné de souffrances. Par cette célébration conjointe, la FAO et le SEALS entendent fédérer les actions pour relever ensemble le défi, garantir la sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest. Le projet d'amélioration de la productivité et de la sécurité alimentaire a organisé à Taux, dans la commune de Didir, une journée de démonstration sur les parcelles agricoles. L'objectif est de proposer aux producteurs des variétés de cultures à haut potentiel de rendement. Les précisions avec Symphorien Somda. Le projet d'amélioration de la productivité et de la sécurité alimentaire PAPSA a mis en place pour cette campagne agricole en cours une multitude de parcelles de démonstration dans les provinces d'intervention du projet. La stratégie du projet vise à faciliter l'adoption des technologies, des intrants agricoles par les producteurs. Et pour pouvoir le faire, il faut qu'on leur montre la pertinence de ces technologies, de ces itinéraires techniques et de ces intrants-là. Dans le Nayala, 6 parcelles de démonstration ont été réalisées, soit 3 de niébé, 2 de riz pluvial strict et 1 de maïs. La visite commentée dans la commune de Toma a concerné 3 parcelles de riz pluvial à Taux. Nous avons voulu mettre l'accent sur la productivité, ça veut dire produire beaucoup sur une petite superficie. L'objectif premier, c'était ça. Et avec les producteurs aussi, nous avons voulu mettre en exergue l'importance du compost, l'importance de la fumure organique, le sol, l'application de la fumure organique et non uniquement l'application de la fumure minérale. Le PAPSA veut, à travers ses interventions, contribuer à l'amélioration de la capacité des producteurs vulnérables à accroître leur production vivrière pour parer à l'insécurité alimentaire. Une ambulance pour le centre de santé et de promotion sociale de Sabou dans le Boultiemné. Le don est du Premier ministre qui entend par ce geste contribuer à la résolution des problèmes liés aux évacuations sanitaires. C'est un juillet dernier que les populations de Sabou ont sollicité une ambulance au chef du gouvernement alors qu'il était en tournée dans la région du centre-ouest. La demande a trouvé un écho favorable avec la remise de cette ambulance le 20 octobre dernier au centre de santé et de promotion sociale CSP de Sabou. Elle va permettre de renforcer le dispositif sanitaire dans la localité. Dans la question de référence, par rapport donc à nos niveaux de soins, l'ambulance constitue un nœud extrêmement important et je pense que ça va permettre donc à la commune de Sabou mais également à tous ceux qui sont autour de cette commune-là de pouvoir bénéficier donc des services de cette ambulance pour permettre de réduire de manière extrêmement importante la question de la morbidité mais également la question de la mortalité. Avec cette ambulance, c'est un ouf de soulagement et les populations l'ont manifesté à travers discours et danses. Elles s'engagent à l'utiliser à bon escient. C'est un don qui est pour nous un devoir de faire en sorte pour que ce don-là serve à la commune et à tous nos voisins. Nous prenons l'engagement de faire tout pour que cette ambulance-là soit bien entretenue. Parce que le dernier cri de ces véhicules-là, celui qui ne connaît pas, moi je connais, c'est cher. Donc, il faut faire en sorte qu'il soit bien entretenu. Le ministre de la Santé, avant la remise des clés de l'ambulance, a visité le CSP de Sabou et a encouragé le personnel qui y travaille. Le Lions Club Ouagadougou Alliance vient de voir le jour dans la capitale. Les membres de ce nouveau club service ont reçu leur charte à la faveur d'une soirée présidée par les responsables de ce club service. Tanga Kafando. La grande famille Lyon s'est agrandie avec la création d'un nouveau club,
le Lions Club Ouagadougou Alliance. Son président, Tidjani Ouedraogo, et ses amis ont reçu leur charte en présence des officiels Lions du Burkina Faso. S'engager à servir toute personne qui est dans le plus grand besoin est l'objectif de ce club service. Notre mission, c'est d'allier effectivement les hommes et les femmes, les 35 membres du club, à, n'est-ce pas, travailler ensemble dans l'harmonie pour effectivement nous permettre de réaliser des projets au profit des plus démunis de notre société, en réalisant donc des œuvres sociales dans plusieurs domaines. Fort d'une trentaine de membres, le Lions Club Ouagadougou Alliance a pour parrain non pas un club, mais deux personnalités, Lassine Diawara et Norbert Bationo, pour qui ce nouveau club n'est pas un club de trop, mais un Lions Club de plus au Burkina Faso, et d'inviter leurs filleuls à être de bons exemples. Le Lion est un bon citoyen dans sa communauté. Il donne l'exemple. Il donne l'exemple par le travail, par le courage, par le service. Il donne également l'exemple en compatissant aux difficultés que vivent nos communautés. C'est à cela que j'engage mes filleuls. C'est à cela que Lassine Diawara et moi-même nous engageons nos filleuls, Lions, membres fondateurs de Ouagadougou Alliance. Et ces membres fondateurs, soucieux de porter haut le flambeau du lionisme, se donnent le devoir de travailler conformément à la devise du club, allier les forces et énergies positives pour servir les femmes et hommes marginalisés. Une série de concerts pour perpétuer la mémoire d'un illustre musicien burkinabé aujourd'hui disparu. C'est le pari de l'artiste musicien Tal Mountaga qui veut du même coup récolter des fonds pour financer sa dernière œuvre discographique. Jacques Lamissa Tarpaga. Et c'est parti pour la série de concerts organisée par l'artiste musicien-interprète Tal Mountaga, placé sous le signe d'un hommage à la musique burkinabé, africaine et mondiale. Ce premier jour est dédié à l'icône de la musique burkinabé, Georges Ouedraogo, qui de son vivant était l'hôte de l'artiste. Aujourd'hui, j'ai décidé de rendre hommage au maillot jaune de la musique burkinabé, c'est-à-dire Georges Ouedraogo, parce que moi, il m'appelait très affectueusement mon gars Soba. Il me disait, c'est toi qui peux chanter ma musique et je vais me ressentir dedans. Avec l'autorisation de la famille de Georges Ouedraogo, avec l'autorisation de Seydoni Productions, qui a aussi un contrat avec l'artiste défunt, je crois qu'on pourra faire ensemble un bon boulot pour rendre vraiment un hommage mérité à cette icône de la musique burkinabé. Tal Mountaga a une fois de plus démontré son talent d'interprète. Il a égrené quelques titres du répertoire de Georges Ouedraogo, mais aussi d'autres artistes burkinabés. Tal Mountaga fait partie de ceux qu'on appelle les artistes interprètes ou exécutants. Il interprète, c'est-à-dire souvent certaines personnes composent pour lui, mais il a une très belle voix, c'est une grande qualité. Ensuite, vous savez, il joue bien aussi au piano, il joue bien à certains instruments. Alors donc il accompagne les créateurs. Tal Mountaga était accompagné en cette soirée par des artistes confirmés tels que Daisy Frank, Tino et Mimi Odé. Et puis en seconde lecture, ces deux communiqués avant de nous quitter. À l'occasion de la tenue de la 13e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, Siao, le ministre de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale a l'honneur de porter à la connaissance des travailleurs et des employeurs des secteurs publics et privés que les journées de travail sont déclarées continues de 7h à 14h dans la commune de Ouagadougou pour la période allant du samedi 27 octobre au samedi 3 novembre 2012. Conformément à l'article 8 du décret numéro 2003 du 20 mai 2003 portant horaire de travail dans les administrations du secteur public. Il rappelle aux employeurs et aux travailleurs qu'ils devront s'organiser pour assurer le travail dans les services à activité continue. Pour le ministre et par délégation, le secrétaire général Kourbi Sinaré, chevalier de l'ordre du mérite. Et puis cet autre communiqué, à l'occasion de la célébration de la fête de l'Aïd el-Kébir Tabaski, le vendredi 26 octobre 2012, le ministre de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale a l'honneur de porter à la connaissance des travailleurs et des employeurs des secteurs publics et privés que la journée du jeudi 25 octobre 2012 est déclarée continue de 7h à 14h sur toute l'étendue du territoire national conformément à l'article 6 du décret 2003 du 20 mai 2003 portant horaire de travail dans les administrations du secteur public. En rappel, la journée du vendredi 26 octobre est déclarée chômée et payée.
Le ministre souhaite à tous les musulmans du Burkina Faso une bonne et heureuse fête de l'Aïd el-Kébir. Pour le ministre par délégation, le secrétaire général Kourbi Sinaré, chevalier de l'ordre du mérite. Voilà, c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve tout à l'heure pour le compte rendu du Conseil des ministres en compagnie de Amadou Ardo Diko. À tout à l'heure donc.